Hey, petit message avant que la vidéo commence, savais-tu que la plupart de mes vidéos se faisaient démonétiser parce que je montrais du contenu trop violent? Du coup, tu peux soutenir mon travail en allant sur Tipeee et me laisser un tip. En plus, les contreparties sont sympas. Bisous. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler de Midsommar, le nouveau film d'Ari Aster, le deuxième long métrage de celui-ci après Hérédité, le formidable Hérédité, que nous avons d'ailleurs critiqué avec David et Adrien. Vous pouvez retrouver l'affiche ici. Générique. Attention, cette vidéo va contenir des spoilers parce qu'on va essayer de comprendre un peu plus le film. Donc si tu n'as pas vu le film, je te conseille de regarder une autre vidéo de présentation de film, une autre critique qui ne spoil pas. Celle-ci va aller un peu plus dans le film. Midsommar parle d'un groupe d'étudiants en anthropologie qui partent en Suède pour un étrange festival. Ils rejoignent un groupe très sectaire, très étrange, lors du solstice d'été. En fait, c'est le jour le plus long de l'année qui se passe vers le 21 ou 22 juin, vu qu'on est dans l'hémisphère nord, en Suède. Donc ces Américains vont assister à un festival, comme je vous ai dit, mais un festival plutôt étrange qui se déroule tous les 90 ans et où les habitants de ce petit village vont exécuter des rituels pour le moins saugrenus. Saugrenus, c'est le bon mot. L'héroïne Dani est donc le personnage féminin que l'on va suivre tout au long du film, que l'on peut voir sur l'affiche, donc est un personnage qui a subi une tragédie vraiment en début de film et qui va faire le deuil de cette tragédie tout au long du film, en compagnie de son petit copain Christian, qui ne s'occupe pas bien d'elle parce qu'il n'est pas trop sûr de vouloir rester avec. Voilà. Donc des problèmes de couple. Et donc en fait, Dani, à la base, n'était pas prévu dans le voyage, mais va être embarqué par Christian, parce qu'il n'est pas du genre à laisser bébé dans un coin. On ne laisse pas bébé dans un coin. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire grosso merdo, et donc pour vous dire si j'ai aimé ou pas le film, oui, j'ai beaucoup aimé Midsommar, je l'ai même préféré à Hérédité, je pense avec du recul, même si j'ai adoré Hérédité. Bon, on va dire que c'est des films quand même plutôt différents, mais en même temps les productions A24 sont toujours de qualité, hein. Si j'ai envie de voir un bon film, en général je vais voir la liste des films faits et produits par A24, donc cette maison de distribution et de production. Et en général, je passe un bon moment. Donc je vous ai mis dans la description le lien vers tous les titres de films qu'on produit A24, afin que vous puissiez en regarder quelques-uns. Donc au niveau de la réalisation, je trouve que la réalisation est impeccable, il y a vraiment des très bonnes trouvailles, notamment le fait de nous faire ressentir l'état de défonce qu'ont les personnages en faisant respirer les végétaux et tout. On peut voir que ceux-ci s'animent, donc il y a des effets de grossissement, de lentilles qui va se déformer et tout, et ça va nous donner l'impression qu'on est défoncé. Donc ne prenez pas de drogue avant de regarder le film. On a des caméras virevoltantes qui nous montrent un petit peu qu'on va passer dans une autre phase du film, un peu façon Gaspard Noé finalement, dans Climax, des caméras qui se baladent comme ça un petit peu partout. Bon, c'est quand même beaucoup moins présent que chez Gaspard Noé, mais quand même, il y a quand même un travail au niveau de la caméra qui est vraiment intéressant. Le film est très lumineux. Hallucinant. Bienvenue et joyeux Midsommar. Donc le film se passe le jour, hein, pendant le solstice d'été, et ça change un peu des films d'horreur qu'on a l'habitude de voir, qui se passent tous la nuit, parce que la nuit, bon, ben, ça fait peur, il fait noir, ah là là. Mais là, ça se passe le jour, quasiment en permanence. Et faire un film d'horreur qui se passe le jour, je trouve ça vraiment excellent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de surexposition dans le film. Il y a des plans qui sont vraiment blanchâtres, vraiment immaculés de blanc, parce que le film parle de religion, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On dirait un autre monde. Et d'ailleurs, la bande-annonce est aussi très réussite. Et d'ailleurs, il faut le dire, quand les bandes-annonces sont bien, parce que la plupart du temps, les bandes-annonces nous spoilent tout le film. Là, on a juste une ambiance, on voit un petit peu l'histoire. Il n'y a pas d'effets gore qui sont montrés. Donc, vous pouvez regarder la bande-annonce. Franchement, celle-ci est vraiment bien. Pas plus à rajouter. La bande originale est aussi vraiment très bien. Je l'ai écoutée sur Spotify. J'ai aucun lien commercial avec Spotify, mais elle est dessus, donc ça fait toujours plaisir. C'est gratos. Enfin, c'est gratos quand tu payes l'abonnement, bien. Et elle est à base de cris, à base de violon. Et ça, on retrouve beaucoup ce type de BO dans Hérédité aussi. Donc là encore, c'est assez similaire. Vous allez voir que les films, même si je vous ai dit qu'ils étaient un petit peu différents, évidemment, l'un de l'autre, ils ont quand même pas mal de similitudes. On peut d'ores et déjà voir que Ari Aster a une patte bien à lui et qu'il a des choses à raconter déjà, et qu'en plus, esthétiquement, c'est toujours très beau, les acteurs sont toujours au top, même si là on est en présence d'acteurs qui sont clichés, hein, voilà, on a le stoner, on a le black, on a la meuf super mignonne, on a son petit copain qui est super baraqué, lui aussi super beau, on a la tête à claque, hein,
Enfin voilà, donc on a toujours un peu l'archétype des personnages qui vont se perdre dans les bois, dans les slashers, quoi. Et là, typiquement, ils se perdent dans une communauté et ils n'avaient pas prévu que ça se passerait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Danny? Et donc oui, Ari Aster a vraiment une patte bien à lui, et ça c'est vraiment très cool, parce que ça s'écarte un peu des carcans habituels et des films d'horreur qu'on nous resserre tout le temps et qui sont un peu chiants, genre le Conjuring Universe avec les Annabelle 17 et compagnie, ou encore tous les remakes de films des années 80, les remakes de Chucky, de Cimetière et tout. Bon, parfois c'est bien, c'est un peu divertissant, mais putain, apporter de la nouveauté, arrêtez de faire des remakes, ou arrêtez de faire des films à suite. Voilà, ça c'est un film, il a une entièreté, enfin voilà, c'est un stand-alone, c'est un film qui se suffit à lui-même, et c'est très bien comme ça. De plus, ce ne sont pas des films à jumpscare, ce ne sont pas des films qui visent à attirer de la foule dans les salles, c'est pas un film qui est pour tout le monde en fait. Bon, déjà, il épargne rien, il épargne personne au niveau de ce qu'il montre, il n'y a pas de hors-champ, il n'y a pas de truc, c'est vraiment... ça peut être gore dans les moments où ça a besoin d'être gore, il y a pas de... C'est pas superficiel, c'est-à-dire qu'il ne veut pas en faire des caisses, il ne va pas montrer du gore pour du gore, c'est vraiment s'il y a besoin d'y avoir du gore, il va nous montrer du gore. Je trouve que le cinéma de Ari Aster prend son temps, donc c'est bien quand les films prennent leur temps, mais qu'en plus ce soit, enfin c'est pas pour étirer la bobine, en tout cas c'est vraiment utile. On est dans un cinéma un peu sensoriel, je vais encore parler de Gaspard Noé, j'adore Gaspard Noé, mais le cinéma de Gaspard Noé est aussi très sensoriel, et là on est sur, voilà, on est sur du sensoriel, on vit le film un peu comme les protagonistes, vu qu'on nous met, comme je vous l'ai dit, dans la peau du personnage en simulant ce qu'il voit, d'accord, avec les déformations dues à la drogue et compagnie. Alors beaucoup de gens reprochent la durée assez élevée du film, 2h20 quand même, mais moi j'étais devant le film, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas regardé ma montre une seule fois, je trouve qu'il aurait pu durer une demi-heure de plus, j'étais ok, j'étais avec lui, vas-y. Enfin voilà, d'ailleurs j'étais un petit peu déçu par cette fin que j'ai trouvé un peu consensuelle, voilà, un choix qu'a fait l'héroïne à la fin qui me laisse un peu perplexe. Donc l'actrice est Florence Pugh, qui est une actrice vraiment à suivre, même si elle a déjà fait quelques films dans le passé. Elle est vraiment incroyable, on sent qu'elle s'est investie émotionnellement. The first film where I actually worried and thought about my character and like what was going to happen to her. J'ai vraiment bien aimé, ça peut être une nouvelle icône de l'horreur. So yeah. I mean, I'm sure some people would find that scary. It is scary. Un peu comme les Anya Taylor-Joy. You are home. Que j'aime beaucoup et qu'on voit dans beaucoup de films de genre. Le reste du cast est un peu plus anecdotique et je trouve que les personnages en tant que tels, en tout cas, sont toujours quand même un petit peu cons, ils font quand même des mauvais choix. Donc j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que les personnages étaient intelligents parce qu'ils étaient étudiants en anthropologie, mais ça ne suffit pas parce que, genre, ils sont à table, il y a deux de leurs potes qui ont disparu, ils sont là, oh ben, dis donc, il a disparu, bon c'est pas grave, on va continuer à manger, what the fuck. Par contre à un moment il y a une nana qui est là et qui fait toi, il est parti lui, mais c'est pas possible qu'il soit parti, il m'aurait jamais laissé en plan, il me l'aurait dit, tu vois, non je te crois pas, je vais en savoir plus, tu vois, donc elle va aller chercher. Ça c'est une réaction intelligente. Donc voilà, donc c'est un peu balancé, il y en a des intelligentes, il y en a des beaucoup moins intelligentes. Skål! Ah oui, aussi, petite scène marrante, un moment, ils font « Oh, vous voulez venir regarder Austin Powers avec les enfants ?» Ils sont là, ouais, non, c'est bon. Les enfants dans cette communauté regardent Austin Powers. Évidemment que non, je pense que c'est une espèce de détournement d'attention pour faire croire aux nouveaux arrivants, aux étudiants, qu'il y a quand même un semblant de civilisation dans leur petite communauté. Alors que je suis sûr que pas du tout, ils n'ont pas du tout la télé. Donc le film est un film super intéressant parce qu'il parle de pas mal de choses et notamment beaucoup de religion quand même, voilà, et c'est un film anti-chrétien par excellence. Ça fout la trouille. D'ailleurs le personnage de Christian s'appelle Christian, voilà, c'est chrétien. Et il va prendre cher. Le film parle aussi de relations de couple, hein, Christian et Danny. Il parle aussi de rites, voilà, ça vous l'avez compris. Il parle de famille, hein, de reconstitution familiale. Donc il parle de communauté, il parle de deuil. Donc beaucoup de choses, beaucoup de sujets que l'on peut retrouver pour la plupart dans Hérédité, encore une fois. Autre point commun à Hérédité, c'est l'espèce de toc ou de tic qu'ont les personnages. Donc là, dans Hérédité, on avait le coup de langue de la gamine qui faisait... comme ça, qui était super flippant parce que ça se répétait beaucoup. Dans Midsommar, nous avons le... ou le... je sais pas si c'est... voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc deux explications pour ce gimmick horrifique. Ça serait l'asphyxie des parents et de la sœur de Danny au début du film. Donc ça va le...
Voilà, ça serait un écho. Mais moi, je pense que c'est plus, en fait, le cycle. Alors, le film marche beaucoup par cycle, donc le cycle de la vie, voilà, qui va se répéter en permanence. Et donc, quand on est, on va respirer, donc, d'accord, donc, et quand on meurt, on va expirer, donc, tu vois, c'est le dernier souffle qu'on dit, donc, tu vois, donc c'est la vie, la mort. Moi, je trouve cette explication vraiment très cool. Donc c'est un film qui est quand même ultra référencé, il faut quand même arriver à choper de ci, de là beaucoup d'indices qui vont annoncer la suite du film, voilà, donc il faut avoir l'œil un petit peu partout, il y a des peintures, il y a voilà, il y a des éléments qui vont te faire dire tiens ça va servir plus tard, tu vois, genre un petit fusil de Tchekhov, mais bon, voilà, donc il y a beaucoup de peintures, beaucoup de photos, beaucoup de détails. Voilà. C'est pas normal, le ciel est bleu. C'est comme ça ici à 21h. En gros, qui sont important pour la suite du récit, et donc si on n'a pas les codes, voilà, donc moi il y a beaucoup de choses que j'avais pas sur le moment, donc je suis allé faire mes recherches après le film, et c'est aussi ça les bons films, c'est des films qui te restent en tête et qui t'as envie de creuser un peu, si tu vas faire tes recherches après, tu vas un peu te cultiver, et donc sur la culture nordique notamment, et sur les religions, sur l'anthropologie, enfin voilà, sur un petit peu comme les étudiants, toi-même tu vas faire ta thèse sur le film, quoi. Et donc voilà, donc j'ai pas mal de pistes et d'anecdotes, je dis pas qu'elles sont toutes vraies, en tout cas c'est les miennes, et celles de mes recherches en tout cas, et j'espère qu'elles vous plairont, et c'est dans la rubrique Fun Fact. Fun Fact. Alors déjà, à ce qui paraît, Ari Aster se remettait d'une rupture difficile quand il a vu ce film, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il y a une histoire de couple et de relations qui ne fonctionnent pas, et notamment le choix final de Dani que j'ai trouvé terrible. Elle a choisi de mettre son copain au bûcher avec un sourire complètement démoniaque, genre tu vas pas te venger de ton petit copain parce que, voilà, même si c'est un gros connard, tu vas pas l'envoyer au bûcher. Enfin, je veux dire, non. Ça ne se fait pas, Dani. Alors peut-être qu'elle s'est prise d'amour pour sa nouvelle famille, qui lui a ouvert les bras, qui la comprend, alors que lui, il la comprend pas du tout, il fait aucun effort, c'est vraiment le petit copain de merde. Mais il ne mérite pas le bûcher. Personne ne mérite le bûcher. That I had just gone through, a bad breakup. It's a breakup movie. Comme je vous le disais, la plupart des peintures que l'on voit dans le film sont annonciatrices de la suite des événements. Donc si on fait attention, on peut un petit peu voir ce qui va se passer dans le film par ordre chronologique, plus ou moins. Et ça fait encore un petit peu écho à Hérédité, où au début du film, on peut voir une maison de poupées dans laquelle on peut retrouver toutes les pièces de la maison, vraiment dans laquelle habitent tous les personnages. Donc ça, pareil, ça va être annonciateur de ce qui va se passer. Encore un point commun, quoi. Donc parmi les artistes que l'on peut retrouver dans le film, on peut retrouver Mupan avec une œuvre qui s'appelle Dino Assholes. Donc voilà, les dinos sont vraiment des trous du cul, où il fait vraiment tout le temps des œuvres qui sont des personnages ou des animaux qui se battent entre eux, qui se dévorent, et qui se bouffent la gueule. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment annonciateur du chaos qu'il va y avoir dans la communauté, à savoir qu'ils vont se déchirer entre eux et qu'ils vont se faire surtout déchirer eux, en fait. On peut retrouver une œuvre de John Bauer, qui est un artiste scandinave lui aussi, qui a fait donc cette illustration avec une petite fille couronnée qui fait un bisou à un ours. Donc là, c'est quand même fort de symbole, à savoir que Christian finit dans un ours et que Dani finit donc reine de mai, donc couronnée par le festival. Donc cette œuvre s'appelle Poor Little Bear. Enfin voilà, la traduction en tout cas scandinave, ça serait pauvre petit ours, quoi. Ruben, le personnage qui joue l'oracle dans Midsommar, est un enfant tout mignon en vrai. Il est trop bien maquillé, donc je vous montre la photo de Ruben dans le film et Ruben dans la vraie vie. Hein, voilà, je voulais juste vous montrer ça, je trouvais ça un peu formidable ce qu'on fait avec les maquillages. Alors je me permets de vous conseiller The Wicker Man, un film dans lequel il y a un bûcher aussi qui prend feu, je vous laisse le découvrir. Par contre, ne regardez pas celui avec Nicolas Cage, hein, regardez l'autre. Il y a une scène où l'on voit Josh se coucher avec ses chaussures Nike et il met sa couverture dessus. Et on voit le plan uniquement sur les chaussures Nike. Ça pourrait être une référence à un suicide collectif qui s'est passé en 1997 où 39 étudiants, ou 39 personnes, je ne sais pas si vraiment ils étaient étudiants, se sont donné la mort en même temps en se mettant des couvertures violettes dessus, et ils portaient pour la plupart tous des chaussures Nike, et du coup il y a eu des gags, des mèmes qui sont faites sur Nike, just do it, juste suicide-toi et tout. Voilà, vous voyez les photos en même temps que je vous parle, donc c'est assez glauque, et je pense que c'est une référence à ça, vu que voilà, le culte organise des suicides collectifs et ce genre de choses. C'est quoi? Ça a des propriétés spéciales.
Si vous voulez faire des recherches sur cet événement bien glauque, vous pouvez aller chercher le Heaven's Gate Cult. La mort de Simon a été orchestrée façon viking avec l'aigle de sang, donc c'était un mode de supplice de viking, donc de la littérature. Alors on ne sait pas si ça a été vraiment fait ou pas, mais donc le concept c'est on te suspend, on t'ouvre le dos, on te fait sortir les côtes de ton corps, du coup il y a les poumons qui vont sortir aussi, et on te laisse suspendu comme ça, et donc du coup il est encore vivant pendant ce supplice, qu'on voit ses poumons se gonfler, donc l'angoisse quoi. Donc le village dans lequel se passe le Midsommar s'appelle Arga, je ne sais pas si je le dis bien, mais on peut le retrouver sur Google Maps. Et ça c'est marrant parce que quand on cherche sur Google Maps, on va aussi retrouver la photo de Bauer avec l'ours et la petite fille couronnée. Et on peut se balader dans le village. Regardez, donc je l'ai fait. Pendant que je vous parle, je vous montre actuellement le village de Arga. Donc ça ressemble bien au film et tout. Bon, on ne retrouve pas vraiment le village, mais quand même, c'est bien sympathique. Et ça fait peur, j'aimerais pas me retrouver là du coup. Le Midsommar existe vraiment dans pas mal de pays du monde. Ils font ils font pas les rituels comme ça où il y a des gens qui se jettent de la falaise et tout, mais on peut retrouver en tout cas le concept du poteau de la danse, voilà, de la danse de la mort qu'on peut voir pour devenir Reine de Mai. On peut même retrouver ce poteau dans le film La Reine des Neiges. Christian a été mis dans la peau de l'ours, probablement en référence aux berserkers scandinaves. Donc c'était des guerriers qui étaient dans une rage folle comme l'ours et qui se battaient torse nu et tout, et qui étaient immunisés au feu apparemment. Bon alors Christian il est clairement pas immunisé au feu, hein, on peut le voir. Aussi, le clan des fils d'Odin recensait beaucoup de berserkers et visiblement le rite et le sacrifice final était pour Odin. Donc Odin qui est un dieu nordique scandinave, qui est le dieu principal des peuples scandinaves. Donc qui a tué la famille de Dany au début du film? Alors mon avis c'est que c'est Pell, je sais pas comment on dit, qui l'a tué, qui a essayé d'orchestrer tout ça pour que Dany puisse rejoindre le festival. Bon, alors, il y aurait eu plus simple, hein, il aurait juste pu lui demander « Peux-tu venir au festival, ça te fera du bien ?» plutôt que de tuer toute sa famille. Donc du coup, autre théorie, parce que la sœur de Dany était bipolaire apparemment, donc elle aurait pu se suicider, et donc à mon avis c'est pour ça qu'il a choisi sa sœur, parce que pour faire passer ça pour un suicide, et ainsi que ça remonte pas jusqu'à lui, parce que voilà, je pense pas qu'elle se serait mis un tuyau plein de gaz dans la bouche, elle se le serait scotché elle-même, et tué ses parents en mettant des fleurs partout. Enfin, c'est un peu brutal quand même. Pourquoi tu nous as proposé de venir? Donc plusieurs théories possibles. Donc la première, ça serait que les parents de Dany aient atteint l'âge de 72 ans, dans lequel il faut qu'il décède pour recommencer la vie depuis le début. Donc c'est pour ça qu'il a mis plein de fleurs, ou tout simplement juste pour faire en sorte que Dany aille créer son deuil dans la communauté et qu'elle puisse s'ouvrir à une nouvelle famille, vu qu'elle a perdu la sienne. Et c'est ce qui s'est passé quelque part. Donc oui, donc c'est Pell qui a clairement organisé la venue de Dany, parce qu'il était persuadé que ça pouvait être la meilleure reine de mai, sachant qu'en plus elle fête son anniversaire pendant le Midsommar. Et donc voilà, donc c'est parfait pour lui. Et en plus il l'a dessiné déjà au début en reine de mai, il a déjà fait les fleurs et tout, il était persuadé, c'était son pari sportif quoi. C'est un peu le Omar Sherif des rituels sataniques, enfin sataniques ou pas sataniques d'ailleurs. On ne le fait que tous les 90 ans. Alors d'ailleurs, je me fais la remarque, c'est que si Christian avait été un bon petit copain, il aurait juste gardé Dany à la maison pour qu'elle puisse faire son deuil tranquillement, il aurait apporté du thé tous les jours et rien de tout ça serait arrivé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Autre petit truc intéressant, c'est que le film parle de paganisme, ça veut dire ceux qui sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Donc la différence avec une religion monothéiste où tu crois en un seul dieu, là c'est des religions polythéistes où ils croient en plusieurs dieux, et on les appelle des païens, donc c'est un peu, voilà, genre les paysans, ce sont ceux qui sont en marge de la religion chrétienne, entre autres, et les chrétiens les appelaient les païens parce que c'était pour un peu, voilà, ils se foutaient de leur gueule, quoi. En gros ils leur disaient, bon, c'est votre religion, c'est de la merde, arrêtez. Croire en plusieurs dieux, c'est has-been. Aujourd'hui, on croit en un seul dieu, ça suffit, ok? Allez, arrêtez les losers. Donc la plupart des runes que l'on voit dans le film sont des runes avec le langage de Lutarque. Voilà, j'y connais rien, hein, j'ai trouvé cette info sur internet, mais voilà, si jamais vous voulez vous renseigner sur les runes et savoir ce qu'elles en disent un petit peu plus, vous pouvez vous procurer un livre sur Lutarque. Parce que là où c'est intéressant, c'est que chaque personnage a une rune sur lui, voilà, qui veut dire quelque chose. Et donc pour revenir à Christian, donc c'est lui qui va crever à la fin du film dans l'ours, comme je vous l'ai déjà dit. It's a bear, 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 it's a bear in a cage. Et
n'est-ce pas un beau message que le christianisme brûle, voilà, il sacrifie le symbole du christianisme, donc voilà, il chie clairement sur le christianisme ce film, hein, on va pas se cacher. Ari Aster estime que ce film n'est pas un film d'horreur. Alors moi j'estime que oui, mais bon, lui, il a décidé que c'était un conte de fées qui partait en couille. Donc oui, effectivement, il y a des contes de fées, tu regardes les contes de Grimm, souvent, c'est l'enfer. Hein. Dans la BO, il y a une référence au film The House That Jack Built de Lars von Trier. Voilà, c'est The House That Arga Built. Je sais pas si je le dis bien, mais bon, c'est un peu, ils ont juste changé The House That Jack par Arga, tu vois. Et c'est sympa de faire des références à Lars von Trier, sachant que Ari Aster estime avoir fait son Dogville. Oui, il s'est dit, tiens, ce film, c'est mon Dogville. Voilà, c'est un peu pareil, c'est une femme qui va essayer de se rebeller contre une communauté un petit peu bizarre, enfin de se rebeller en tout cas, Dany ne se rebelle pas du tout, en tout cas si c'est ça, c'est de la rébellion. Alors moi je m'appelle Michel Sardou. Encore un petit fun fact, finalement ça ne s'arrête jamais, je l'ai trouvé en faisant mon montage. Il y a apparemment une image subliminale de la sœur de Dany pendant le moment où elle est couronnée et se fait transporter sur l'espèce de petite palette. Voilà, donc cette image est carrément dégueulasse, on peut voir l'œil de sa sœur qui... Enfin voilà, enfin c'est sa sœur, clairement c'est sa sœur. Je sais pas, j'ai pas vu l'image quand j'ai vu le film la première fois, enfin je l'ai vu qu'une fois en même temps le film. Mais voilà, j'ai hâte de revoir ça pour checker cette image subliminale. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser vos anecdotes, vos interprétations, parce que attention, j'ai pas la parole divine, mais j'essaye d'interpréter le film comme vous. Okay, donc si vous avez des interprétations, ça se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, mettre le pouce en l'air évidemment, et puis je vous dis bisous. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésite pas maintenant à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, aller sur YouTube, tu peux aussi regarder une pub là-dessus et ça me donne de la thune, pas beaucoup mais ça fait plaisir. Bon, voilà, partage la vidéo évidemment, j'ai passé 1000 ans à la faire, je te fais des bisous, tu es un public formidable.